Il est porte-parole de Alliance pour les changements. Lui, c'est Ghislain Mwanger. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir. Voilà. Alors, vous venez après avoir organisé une marche qui a été dispersée. Cette marche, vous voulez la libération de votre président, autorité morale, Jama Kabound, mais fort malheureusement, elle a été brutalement dispersée et on a même interpellé certains d'entre vous. Oui, vous parlez de notre marche pacifique. On aimerait bien surtout que le terme pacifique soit mentionné. Cette marche a été convoquée par le parti Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jama Kabound, dont nous sommes le porte-parole, en vertu de l'article 26 de notre Constitution qui stipule clairement que l'organisation des manifestations est tout à fait admise par notre loi fondamentale, moyennant une procédure d'information. Donc, l'Alliance pour le changement avait saisi l'autorité urbaine par voie de courrier. Nous avons informé à plus de 7 jours avant le gouverneur Jean-Tini Ngobila, comme de coutume. Malheureusement, il faut ici souligner d'abord que l'autorité urbaine n'a pas donc pris acte de notre courrier, ce qui est malséant de la part... N'a pas pris acte? Oui, n'a pas pris acte. Ça veut dire que au-delà des services d'accueil, de réception qui ont accusé réception de notre courrier, il n'a pas réagi, ni pour donner ses avis, ni pour proposer ce que nous avons sollicité, étant donné qu'il a la charge de la ville de nous garantir la sécurité et la couverture nécessaire pour que les manifestants puissent jouir calmement, paisiblement de leurs droits constitutionnels. Malheureusement, M. Ngobila n'a pas pris acte, ce qui est malséant et un manque de considération de la part d'une autorité urbaine. Et en même temps, la police nationale, censée assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, nous a considérés comme le rebelle M23. Comment rebelle M23? Oui, parce que le traitement qu'on a infligé aux manifestants d'Alliance pour le changement. J'aimerais ici mentionner une chose. Jean-David Kilolo, vous savez, nous sommes une formation politique qui prône la parité homme-femme. Nous avons bon nombre de femmes dans nos rangs et les mamas, les femmes de l'Alliance pour le changement avaient dit, comme nous sommes pendant le mois de mars, nous serons au premier rang pour marcher pacifiquement et exiger la libération sans condition de notre président national parce que vous le savez, nous le disons souvent, qui est pris en otage par les pouvoirs en place. Les mamas, les femmes de l'Alliance pour le changement étaient devant. Vous avez vu les vidéos parce que j'ai vu les caméras à Télé 50 étaient là. Vous avez vu sur les vidéos, les images sont là, que c'était les femmes qui étaient devant. Et lorsque la police est intervenue, la police a pointé les armes sur les femmes et la police a gazé ces femmes-là qui étaient inoffensives, pacifistes, assises à même le sol et on a arrêté près d'une trentaine de manifestants. Cela ne pouvait pas suffire, la bavure policière. Nous avons aussi fait face à une coalition police nationale et militants UDPS. Les mêmes, oui, parce qu'ils avaient les calicous, le drapeau de l'UDPS. Et ce sont les mêmes qui ont déjà pris la coutume de venir attaquer les sièges de l'Alliance pour le changement et de blesser nos membres. Est-ce que ce n'est pas d'autres militants ou d'autres personnes qui porteraient les habits de l'UDPS? Est-ce que le fait de porter l'habit de l'UDPS fait de vous de l'UDPS? Jean-David Kilolo, les insignes, le drapeau démontrent une quelconque appartenance ici. Je ne voudrais pas me laisser soumettre à cette vérification à l'œil de lynx. Nous avons vu à l'œil humain que voici ces gens avec les drapeaux du parti UDPS. Ce n'est pas une première fois qu'ils nous attaquent. Nous prenons en témoin les commandants de commissariat police limité qui a toujours reçu nos plaintes. Nous avons saisi même le parquet. À l'époque, lorsqu'on avait voulu incendier notre siège, ça veut dire que nous avons fait face à cette coalition. Pourquoi? Nous parlons d'une coalition. Les images sont là. Les vidéos sont là. La police qui était présente a fait un recul de quelques pas pour laisser passer devant elle une centaine de koulouna à machette, à couteau, à bâton qui ont saccagé notre siège, qui ont blessé grièvement nos militants. Nous en avons 2 qui sont agonisants actuellement. Oui, nous avons des femmes blessées aux pieds. Le gaz a affecté la vue de plusieurs manifestants, en majoritaire des femmes. Donc nous avons des dégâts jusqu'à ce jour. Nous nous posons une question. Sommes-nous dans une démocratie? Avons-nous réellement ces droits-là
que la Constitution a garanti au terme de l'article 26, ou nous n'en avons pas? Avons-nous vraiment un régime qui voudrait qu'on puisse vivre librement l'exercice démocratique, ou nous avons un régime qui veut instaurer donc désormais un fascisme en RDC? Alors maintenant, aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas reçu d'accusé des réceptions. Peut-être c'est à cause de ça que l'autorité urbaine a dû refuser. Nous avons reçu l'accusé de réception. Pour nous, cela suffit parce que nous sommes dans un régime d'information. Mais cependant, comme nous l'avons vu, on a vu la coalition Matata, Katumbi, Fayoulou, en dehors de l'accusé de réception, recevoir une lettre de réponse. Mais la cause pour eux, c'est qu'ils ont voulu soutenir les FARDC. Ben, écoutez, nous ne sommes pas... vous n'avez pas vérifié peut-être les affichages que nous avions. Nos affichages portaient le soutien au FARDC. Nos affichages dénoncent l'injustice à l'égard de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, sa prise en otage, parce que pour nous, il n'est plus dans un cas de détention. La justice l'avait déjà assigné à résidence. La logique voudrait qu'il soit assigné à résidence, ou soit qu'il soit libre et affranchi de toute cette poursuite judiciaire au contour juridique factice. Donc pour nous, le soutien au FARDC, la dénonciation de la dépréciation de la monnaie nationale, la dénonciation de la crise socio-économique dans notre pays qui fait qu'aujourd'hui les denrées alimentaires ont haussé de prix et que la vie est devenue intenable. Nous avions porté toutes ces revendications, mais par-dessus tout, il y a la question de l'injustice que subit l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, qui se trouve être d'abord député national et que, vous savez, la date du 15, c'était la date de la rentrée parlementaire. Pour nous, c'était une occasion de marcher et de soumettre notre mémorandum au bureau de l'Assemblée nationale pour dire un parlementaire subit l'injustice. Alors, vous, Parlement, de quoi serez-vous capable de nous garantir comme défense, comme législation, comme législature, si vous n'êtes pas capable, par solidarité parlementaire, de défendre le droit de l'un de vôtres qui a subi l'injustice pendant plus de 8 mois. Voilà, c'était une opportunité pour nous de marcher et nous avons voulu le faire pacifiquement sans casser quoi que ce soit. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous déplorons la coalition police et Koulouna qui a attaqué et maltraité les femmes de l'Alliance pour le changement et les autres militants. Et nous avons aujourd'hui des personnes agonisantes, nous avons des gens blessés, nous avons beaucoup de dommages. Notre bâtiment a été saccagé pour une fois de plus. Nous sommes au regret de constater que nous sommes en train de nous éloigner de la démocratie et nous sommes en train de vivre un nouveau style politique qui ressemble à un fascisme, comme ça a été à l'Italie avec les fascistes, avec Mussolini et tout ce que nous avons vécu comme l'ère hitlérienne. Donc nous avons revu le même pratique et nous sommes en train de craindre que désormais d'autres formations politiques n'auront plus le droit de manifester parce que le parti au pouvoir va toujours chevaucher les manifestants de ces partis politiques avec de loupards, avec des badauds, de gens entraînés à tuer, à blesser, avec des armes blanches. Et alors maintenant, aujourd'hui, prise en compte aussi. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes en face du parti présidentiel. Ce n'est pas là une provocation. Chaque fois lorsque ce parti commencera à voir certaines manifestations, il n'acceptera pas. Alors, Jean-David Kilolo, je serais très étonné que vous serez en train de concevoir l'instauration ou le retour à un État-parti ou à un parti-État. Non, il n'y a pas de parti-État. Voilà pourquoi, écoutez, nous sommes tous Congolais. Nous sommes mais vous êtes des partis rivaux. C'est que vous venez d'une même formation. Nous n'engageons pas de rivalité. Et l'autre, et vous êtes allé en face. Donc pour le grand parti, il se verra que non, ça c'est une confrontation. Nous n'engageons pas de rivalité en politique, nous engageons plutôt d'adversité. Nous opposons les visions et nous le faisons de la manière démocratique. Il faut toujours recourir à l'historique de l'UDPS. C'est un parti non violent. C'est un parti qui a pratiqué toutes les années la lutte de non-violence sans armes. Mais ce n'est pas aujourd'hui l'UDPS au pouvoir qu'on va nous amener des badauds, qu'on va nous amener des Koulouna pour blesser les gens, soit disant que nous sommes en rivalité. Non, nous avons refusé de suivre la voie de la dérive de la gouvernance idépécienne, de la dérive de la gouvernance du président actuel, le président Tshisekedi. Nous avons choisi d'offrir au peuple congolais une nouvelle offre politique avec le président Jean-Marc Kabounda Kabound. Nous avons notre siège qui est en face, qui est de l'autre côté du boulevard. Donc, quoi de plus normal que nous nous sentions congolais et que nous ayons le droit de jouir de ce que nous a donné notre pays comme route, comme adresse, et de manifester librement sur le rue de Kinshasa, parce qu'ayant une police qui devrait nous sécuriser, malheureusement, nous avons en image la police qui nous a pris d'assaut, qui nous a assiégés, qui nous a maltraités, mais malheureusement en coalition avec ces loupards appelés à Kinshasa Koulouna. Voilà. Alors aujourd'hui, parce que vous êtes en train de parler de la rentrée parlementaire,
mais on a vu, il y a eu certains acteurs politiques qui sont allés au Parlement déposer une loi, c'est-à-dire que de père et de mère. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à ça? La première des choses, il faut se dire que certainement, il y a un parrainage derrière ces tapages à des propositions discriminatoires. Un parrainage? Oui, il y a un parrainage parce que vous voyez... Il a promis une marche le même jour que vous, ça n'a pas été. Mais et aujourd'hui non plus, rien n'a été fait. C'était une digression qui ne pouvait pas exister face à une force politique comme la nôtre. Nous avons mobilisé des centaines de milliers de manifestants qui étaient là, prêts à marcher et qui ont subi l'injustice et la maltraitance. Et contrairement à nous, qui sommes une formation politique sérieuse, qui avons un siège, qui avons saisi l'autorité urbaine plus d'une semaine avant, n'avons pas vu une lettre de réplique de prise en compte du gouverneur Ngobila. Mais malheureusement, ces fameux acteurs politiques qui y est en... Lui aussi a reçu l'autorisation. Mais lui, il a reçu une prise d'acte, une prise en compte de son courrier, alors qu'il n'avait même pas 5 ou 10 personnes pour marcher avec et accomplir sa petite mission discriminatoire. Nous pensons que nous, en tant que formation politique, nous devons prêter attention à ce que veulent les Congolais, l'unité nationale, la cohésion nationale. Il faut éviter que le pouvoir en place ou que certaines officines politiques puissent parrainer de personnalités aux idées sulfureuses, comme cet acteur politique dont je me réserve de citer le nom. Nous pensons que cette proposition a une tendance discriminatoire que nous, l'Alliance pour le changement, ne pouvons pas prendre en compte. Nous pensons que notre loi, ou carrément notre constitution, a déjà suffisamment organisé la question de la nationalité et que le problème de la gouvernance de notre pays n'est pas seulement un problème de nationalité ou de race, mais c'est un problème de conscience, c'est un problème de personne, un problème de valeur. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui nous maltraitent, ceux qui envoient le loupard attaquer les militants de l'Alliance pour le changement, ceux qui ont pris en otage le président Jean-Marc Kabounda Kabound ne sont pas moins que Congolais, parce qu'ils se disent aussi être Congolais de père et de mère. Ça veut dire que Congolais de père et de mère, oui. Congolais d'origine, oui, par rapport à notre constitution, par rapport à notre loi, mais au-delà de tout ça, il faut plus de valeur pour diriger bien ces pays et éviter de donner plus d'importance à un acteur politique habitué à des tapages qui ne vont conduire le pays à rien, quoi. Voilà, ça c'était notre parenthèse. Maintenant, notre sujet, c'est l'envoi des troupes angolaises dans l'est de la RDC. Après le Kenya, le Burundi, cette fois-ci c'est l'Angola. Alors l'on se demande, ça pour quelle mission? Parce qu'il y a l'EAC qui est là, mais l'EAC inoffensif. Maintenant, l'Angola qui est là, est-ce que l'Angola pourra certainement apporter la solution tant attendue par le peuple congolais? L'Alliance pour le changement reste formelle quant à cette option d'externalisation de la gestion de la crise sécuritaire dans notre pays. Nous avons dit que cela relève d'ailleurs des insuffisances de la gouvernance actuelle. Parce que le gouvernement, parce que l'exécutif devrait avoir le bon regard et lever les meilleures options. Alors l'option de l'externalisation de la gestion de notre crise est périleuse. Nous avons suffisamment démontré à quelques dispositions légales d'ailleurs, partant de l'article 217 de notre Constitution, qui laisse la possibilité que l'on puisse céder partiellement notre souveraineté pour des raisons de paix dans la région. Nous avons évoqué les accords politiques mystérieux tels que l'accord de l'Emera, qui évoquait aussi la cession d'une partie de notre territoire. Nous pouvons ici voir quelques détails près de l'accord de Nairobi ou notre même adhésion à l'EAC qui frise encore certaines tentatives de la cession de notre souveraineté tout comme de notre territoire national. Alors aujourd'hui, est-ce que nos gouvernants ne sont pas conscients de toutes ces réalités? Est-ce que le président actuel ne voit pas droit en face les dangers qui nous guettent? Nous parlons balkanisation, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a plus de 10 ans qu'il y a une forte campagne. D'ailleurs, je me rappelle que Télé 50 a toujours participé à cette campagne d'éveil de conscience nationale. Avec ce qui se fait aujourd'hui, nous sommes en train de rendre notre partie Est la partie la plus militarisée au monde. Plusieurs rapports des Nations Unies et d'autres expertises ont rapporté en termes de groupes armés que nous en comptons aujourd'hui plus de 120 groupes armés. Là, je ne vois pas les troupes étatiques qui viennent intervenir. Les groupes armés, les rebelles, les terroristes, plus de 120 groupes armés qui contrôlent la zone Est. Et ajouter à ces 120 groupes armés le contingent EAC qui doit venir, qui arrive timidement ou discrètement, on ne sait pas, mais prenons acte qu'ils doivent arriver
Prenons aussi maintenant l'armée angolaise qui nous envoie d'ailleurs 500 éléments qui viennent avec une mission d'observation, s'il faut le comprendre, parce qu'ils ne viennent pas à l'offensive. Alors que notre pays... Ils viennent observer les cantonnements du M23. Alors voilà, notre pays, c'est cantonnement qui est illusoire parce que le M23 continue à prendre d'assaut des localités et à conquérir des nouvelles localités. Ça veut dire que nous sommes en train juste de militariser, d'accompagner un processus de militarisation de notre zone Est. Et en même temps, nous sommes en train de céder suffisamment notre souveraineté nationale. Parce que la souveraineté nationale est assurée et défendue par l'armée nationale. Alors qu'à la partie Est, nous n'aurons plus l'armée nationale, parce que nous n'avons d'ailleurs plus l'armée nationale. Nous avons les forces négatives, les terroristes, les groupes rebelles, en plus de cela, les armées ougandaises, rwandaises, burundaises, kenyanes, qui contrôleront et sud-soudanaises. Ça veut dire que désormais, nous avons une gouvernance qui nous a mis dans le plus grand danger de l'histoire et que nous nous demandons, est-ce que même si il faudrait par voie des élections changer les gouvernants, nous pourrons facilement sortir de ces carcans dans lesquels nous avons placé notre pays. Nos minéraux sont recherchés par le monde. Nous connaissons ce que le système international a fait au Moyen-Orient, à l'époque où le pétrole était le plus recherché, le plus consommé. Mais nous sommes dans une phase de transition énergétique et la RDC représente les 80% de ces solutions-là. Et nous sommes en train d'être conduits dans une situation intenable, ingérable. Nous n'allons pas avoir un pays capable de gérer ses ressources et sur pied des dispositions légales que j'ai citées, l'article 217 de notre Constitution, sur pied de certains accords secrets, nous risquons de nous retrouver avec des territoires qu'on ne contrôle plus parce que étant sous contrôle des armées étrangères et des forces négatives. Mais l'Angola, le Parlement angolais a autorisé l'envoi de ses troupes. Et vous ne voyez pas que c'est une manière pour certainement la République démocratique du Congo de pouvoir contrôler certaines zones qui lui ont échappé? Non, malheureusement non. Si la République démocratique du Congo voudrait contrôler des zones ou récupérer, reconquérir, la République démocratique du Congo par ses décideurs, donc je vois le président de la République qui est le commandant suprême, le gouvernement de la République, notre Parlement aussi, nous devrions le voir, mettre une bonne politique à notre FARDC, donc une bonne politique de défense et de sécurité. Donc il faudrait qu'on puisse investir dans nos FARDC pour que nous puissions y parvenir. Mais voilà, l'Angola, avant de nous envoyer le contingent de 500 militaires, a fait passer la question à son Parlement. Et chez nous, quand est-ce que vous voyez le Parlement gérer, débattre sur des questions? Chez nous, le Parlement ne s'est jamais prononcé. Depuis notre adhésion hasardeuse à l'EAC, le Parlement est soustrait dans une posture très dangereuse dans cette démarche-là. Le quitus du Parlement, qui est d'ailleurs exigé par la loi, par la Constitution, n'est pas pris en compte. Il y a des accords qui sont pris d'ailleurs au niveau... pour échapper au Parlement, les décisions prises pour l'EAC sont prises au niveau de l'organe des chefs d'État. Ça veut dire qu'on outrepasse le contrôle parlementaire et les gouvernements, nos ministres sont envoyés juste après pour certaines négociations de formalités. Mais les grandes décisions sont prises au niveau de l'organe de chef d'État. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, notre Parlement n'est pas impliqué de manière procédurale comme voulu. Alors, nous sommes dans ces risques-là. L'Angola envoie le militaire, mais respecte la procédure, ça passe par le Parlement. Non. Et nous, chez nous, il faut que le Parlement puisse aussi donner son quitus. Mais voilà, est-ce que notre Parlement a donné son quitus? Est-ce que quand vous avez entendu être lancé le rentrée parlementaire donc, à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, est-ce que vous avez entendu être mis donc, à l'ordre des débats ce genre de questions? Alors que ce sont des questions sensibles et existentielles pour notre pays. Vous ne voyez pas que ce sont des manœuvres diplomatiques pour essayer de restaurer la paix dans l'Est de la RDC? Non. C'est que si peut-être ça n'a pas été avec l'EAC, ils ont essayé avec la SADC, avec l'Angola. C'est qu'une fois que l'Angola est là, puisque c'est la SADC, l'Afrique du Sud pourrait aussi envoyer les siennes et ainsi de suite. Ça s'appelle la gouvernance du fait accompli. Du fait accompli. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas d'anticipation. Il y a de tâtonnement. Il n'y a pas de clairvoyance, il y a de tâtonnement, il y a des essais et erreurs. Voilà ce qui caractérise les quinquennats actuels. Le fait accompli était d'abord de considérer Kagame comme un frère, nous l'avons décrit plusieurs fois, loin de là l'idée d'y revenir. Le fait accompli, l'adhésion active à l'EAC, sans considération de certains préalables, déjà proposés. Je vous rappelle qu'il y a eu, lors du gouvernement Inunkamba, des propositions faites par l'ancien ministre de la Coopération et de l'Intégration, Maître Pepe Guillaume-Andjolo. Nous avons eu ces informations sur des évaluations préalables avant notre adhésion à l'EAC. Il fallait d'abord voir
quelles sont les véritables causes de la crise sécuritaire? Il y a bien sûr des conflits communautaires à l'Est qu'il fallait d'abord que notre pays nous-mêmes puissions nous assumer pour le résoudre, parce que ça a été fait par les passés avec les régimes passés. Et on pouvait déjà, à notre niveau, résoudre valablement ces problèmes-là et voir comment intégrer les AC et voir dans quelle mesure coopérer avec les pays de la région et chercher à trouver la paix, une paix plus durable. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est fait, nous ne sommes qu'en train d'aller dans le plan de l'ennemi de la RDC. Nous sommes en train de tomber de plus en plus dans ces pièges-là de la cession partielle de notre souveraineté et en même temps dans ces pièges de balkanisation. Pourquoi ne pas ici le reconnaître? Là, les armées qui vont venir, l'arrivée d'une autre troupe pourrait aussi être perçue dans le jour qui vient. Mais je vous dis que tant que le gouvernement ne sera pas responsable, tant que la gouvernance actuelle ne pourra pas réaliser que notre sécurité dépend de nous, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies nous l'a dit, qu'il n'y aura pas de formule au niveau des instances internationales. Il faut que la RDC prenne ses responsabilités. Il n'y aura pas de formule magique au niveau des instances internationales. Il n'y aura pas non plus de formule magique au niveau de l'EAC. Il n'y aura pas de formule magique avec les 500 militaires angolais qui viendront. D'ailleurs, c'est une insulte. Alors maintenant, comment à une démographie étonnante comme la nôtre, compter sur 500 militaires angolais. Comment ces conseils des Nations Unies nous met devant nos responsabilités, alors que pour l'Ukraine, ce sont les Européens qui soutiennent l'Ukraine. Sans vouloir. Et je viens même de suivre à peine, avant que je ne monte sur ces plateaux, c'est-à-dire un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, émis par la CPI. Mais voilà, sans vouloir ici me faire l'avocat de la communauté internationale ou être le porte-parole de la délégation qui est venue, ils ont parlé à leur place. Moi, je suis porte-parole de l'Alliance pour le changement. Notre parti politique prône d'abord la refondation de l'État. Nous devons avoir un État respectueux et respectable. Nous devons avoir une puissance de fait capable de nous permettre... Avec tous les... La gouvernance actuelle a démontré les failles. Mais il y a beaucoup de voyages. Vous ne voyez pas qu'avec beaucoup de voyages, aujourd'hui, ça commence... Jean-David Kilolo, je ne voudrais pas qu'on soit évasif. Je voudrais ici dire que la gouvernance actuelle a démontré qu'il n'y a pas de politique capable de nous faire respecter au niveau, d'abord, de la sous-région, au niveau de la région et au niveau international. Voilà pourquoi la communauté internationale vient nous mettre devant nos responsabilités. Et je vais vous dire une chose. Regardez un peu le président Zelensky de l'Ukraine. Il n'a pas fait de voyage pour s'attirer la sympathie et pour appeler le soutien. Il a mis une tenue militaire et il a engagé son armée au combat. Notre armée est défavorisée. Est-ce que notre gouvernement, par son comportement et par son attitude, se démontre comme un gouvernement qui se dit être en guerre? Est-ce que notre premier citoyen, notre commandant suprême, se comporte comme étant un commandant suprême de troupes en guerre? Non. Le voyage, le costume, les festivités, la jouissance, voilà ce qui caractérise la gouvernance. Et cela démontre clairement que nous pouvons espérer que des formules magiques viennent de l'Angola, ou même nous avions peut-être risqué, espérer que la délégation du Conseil de sécurité pouvait venir condamner le Rwanda, punir le Rwanda et renvoyer le M23. Voilà, ils nous ont mis devant nos responsabilités, alors que le peuple congolais prenne acte des insuffisances de la gouvernance actuelle et que le peuple congolais cherche ici à se mobiliser comme un seul homme pour s'assurer que son pays ne sera pas mis en danger par des compatriotes qui ont eu l'occasion de gouverner pendant 5 ans et qui sont en train ici de nous amener sur un champ des échecs et sur un champ de la ridiculisation internationale. Oui, avec ces troupes-là, c'est une diplomatie agissante, vous ne voyez pas? Non, il n'y a pas de diplomatie agissante parce qu'on le dit. Il y a plutôt ici question de voir que cette diplomatie a échoué parce que, contrairement à Kagame, que nous avons toujours vendu comme étant le bourreau, comme étant l'agresseur, comme étant le belliciste, Kagame a reçu une organisation internationale hier de la FIFA. Et toutes les grandes personnalités du monde étaient allées chez lui. Ça veut dire que notre diplomatie n'a pas, jusqu'à présent, malgré tous les bruits que nous faisons au niveau national, on n'a pas pu imposer notre voix dans des salons politiques internationaux et dans des cercles de décision à l'échelon international pour faire, pour trouver des sanctions contre Kagame. Et je pense que s'il faut que nous puissions nous faire respecter, on doit travailler à l'interne. L'Alliance pour le changement pense ceci. Les complots contre notre pays, l'agression contre notre pays relève d'un niveau exogène. S'il faut penser des meilleures solutions, il faut que ces solutions soient d'abord au niveau endogène, donc au niveau du pays, penser à la cohésion nationale, à l'unité nationale,
penser à gouverner de la manière la plus rassurante pour que toutes les forces vives de la République s'impliquent dans la recherche des solutions durables. Mais avec la gouvernance actuelle, qui ne s'érige qu'en cette gouvernance qui refuse les droits des autres, de l'injustice, en cette gouvernance de la gabégie, en cette gouvernance donc de refus des droits démocratiques, en cette gouvernance de l'usage de la force contre des manifestants pacifistes. La police nationale sort le muscle, le biceps sur des dames inoffensives de l'Union, donc de l'Alliance pour le changement, et nous sommes incapables de réduire au néant les rebelles M23 qui prennent d'assaut nos villes. Vous venez ici par votre bulletin d'information d'annoncer ces carnages qu'il y a eu sur le fleuve Congo. Oui, au niveau de c'est inquiétant parce que nous n'avons plus le contrôle de nos eaux. Nous n'avons plus le contrôle terrestre. Il y aurait même une milice qui s'appellerait Mobondo. Mais voilà, nous n'avons plus le contrôle aérien. Alors, notre armée doit ici être rappelée à l'ordre par une gouvernance capable de le faire. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ça? Dans l'Est, il y a les incursions du M23 soutenues par le Rwanda et aussi des groupes rebelles, vous l'avez souligné, 120 groupes rebelles. Dans l'Ouest, il y a l'instabilité au niveau des Kwamout. Il y a cette embarcation qui a été attaquée et il en fait plusieurs disparus et plusieurs blessés. Et donc, partout là, il y a un peu des poches d'insécurité. Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir saboter le pouvoir en place? Écoutez, c'est pour vous dire que l'ennemi du Congo a compris que nous avons des failles internes et qu'il veut l'exploiter. C'est pour dire qu'au niveau de la prise des décisions, nous sommes déficitaires. Le leadership n'est pas rassurant. Le leadership est incapable de gouverner convenablement le pays, d'où la nécessité des sanctions. Voilà pourquoi nous avons proposé au peuple congolais l'Alliance pour le changement comme une nouvelle offre politique qui a pour vision la refondation de l'État. L'État est démissionnaire. Comment sur nos eaux? Comment à Kwamout? Comment à l'Est on tue? Et jusqu'à présent, on n'a appréhendé aucun malfrant. On n'a condamné personne, il n'y a pas de justice et on ne traque personne. Nous sommes dans un pays où... Mais les enquêtes, c'est en cours. Écoutez, les enquêtes en cours, mais on attend de résultats après quelques moments. Depuis qu'on monte tous les forums, on a vu les prélats y aller. On n'a pas de suite en termes de sanctions, en termes de justice. Et les gens partent comme ça. Ça s'est fait de la même façon à l'Est. Et nous sommes en train de voir qu'il y a un État démissionnaire. Et donc, la nécessité que notre vision soit vulgarisée, que les gens comprennent que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, avec la vision que porte l'Alliance pour le changement, nous voulons refonder l'État parce que l'État est démissionnaire. Tout ce que nous vivons actuellement démontre que l'État est démissionnaire, démontre que la gouvernance actuelle est incapable de conduire le pays dans une période trouble et dans une période aussi cruciale comme celle-ci, où nous sommes tentés de l'autre côté par une balkanisation ou par un envahissement d'ailleurs que nous avons cautionné au travers de ces dirigeants. Et nous sommes ici en train d'être mis en insécurité sur nos eaux et dans nos territoires par les chefs milices. Voilà, nous sommes en train de toucher tous les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards de dollars. Et 16 milliards de dollars, au niveau du panier de la ménagère, ce ne sont que des pleurs et des grincements des dents. Je pense que Qu'est-ce qui expliquerait ça? Votre question envoie rire le peuple congolais qui nous suit partout. 16 milliards et 10 milliards de dettes extérieures. Écoutez, avant d'aller aux dettes extérieures, au-delà de tout ça, il faudrait qu'on se dise que nous sommes face à une gouvernance du fait accompli, comme je l'ai dit, et nous sommes face à une gouvernance qui a choisi de faire de la communication fictionnelle. Ce budget est une fiction. Une fiction, une illusion qu'on ne pourra pas réaliser. Parce que déjà, depuis le début de ce quinquennat, on nous a parlé que de budget des chiffres astronomiques, comme nous entendons. Maintenant, 16 milliards, d'accord, mais je ne suis pas économiste, mais je me permets de relayer les avis de plusieurs économistes qui disent que nous sommes dans l'illusion. Et même, j'ai entendu l'acteur politique auteur d'une proposition discriminatoire. Il a fait une déclaration en tant qu'économiste pour dire que ce budget est illusoire. Il y a une réalité. On parle de la hausse de notre budget, mais il faut savoir que le franc congolais est en train de perdre sa valeur avec les taux de change qui naviguent maintenant entre 23 000 francs pour 10 dollars et 25 000 francs. Il y a une forte spéculation.
et les annonces de la Banque centrale du Congo parlant de la publication au quotidien sur le média des taux d'échange de la banque a fait rire encore plusieurs spécialistes en économie qui pensent que nous sommes très loin de trouver des politiques résolutives. Nous sommes plutôt dans du sensationnel et nous sommes dans une communication fictionnelle pour chercher à gouverner. Cela ne va pas changer la donne. Le pays présente beaucoup de crises, à la fois économico-financières, sécuritaires, gouvernance, et maintenant nous avons une crise démocratique. Nous sommes en train de craindre une crise politique avec la non-tenue des élections qui se présage, tenant compte de tous les rapports CENI et de tous les constats faits par des experts. Mais la CENI tient, voilà, oui. Nous tendons à cette possibilité, à cette probabilité de la non-tenue des élections, ce qui pourrait engendrer une autre crise que nous avons considérée comme une crise politique. Et nous disons que la gouvernance du fait accompli nous conduit droit vers le gouffre. Il faut que les acteurs politiques, il faut que les forces vives de la République puissent déjà se mobiliser pour qu'au moment venu, nous puissions nous assumer et que nous puissions demander à cette gouvernance d'accepter son bilan et de faire des valises. Puisque vous parlez d'une probable ou un probable report des élections, aujourd'hui, arrivé le 20 décembre 2023 et qu'il n'y a pas élection, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, écoutez, l'article 64 de la Constitution sera d'application. Nous ferons donc échec à ceux qui tenteront. Premièrement, nous devrons d'abord nous attendre à faire échec à quiconque pourrait tenter vouloir exercer le pouvoir au-delà du mandat. Les mandats étaient pour 5 ans. La formule donc voudrait qu'il y ait des élections donc 3 mois avant l'expiration de mandat en cours. Mais s'il n'y a pas élection, nous devons trouver des solutions politiques. Et la première option sera d'abord de faire partir ceux qui ont échoué à bien gouverner et à organiser les élections pour ensuite décider de la gouvernance de transition qui devrait organiser des élections. C'est une question qui suscite beaucoup d'hésitation ou de crainte dans certains acteurs politiques que chez nous, Alliance pour le changement, nous pensons aborder. Pourquoi? Parce que notre président national, l'honorable Jama Kabounda Kaboun, avait déjà averti l'ensemble de notre classe politique le 18 juillet lors de son point de presse. Il avait dit qu'il se peaufine un plan de glissement et que nous sommes déjà en train d'y aller. Quel que soit le manœuvre de langage au niveau de la CENI, quelles que soient les prétentions des acteurs politiques de la famille au pouvoir, nous sommes devant des évidences d'une non-tenue des élections. Jean-Marie Kassamba a reçu le président Denis Kadima. Depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant, la CENI n'est pas approvisionnée. Voilà ce que nous avons appelé comme de manœuvres communicationnelles. Déjà, Denis Kadima laisse entendre qu'il se pose un problème de financement. C'est son manœuvre. Mais de l'autre côté, vous entendez le gouvernement dire non, nous irons aux élections. Vous entendrez les acteurs politiques du parti au pouvoir dire la même chose. Le premier vice-président de la CENI a dit autre chose en réaction au propos de l'ancien président M. Nanga. Ça veut dire qu'ici, nous allons vivre de manœuvres de communication, nous allons vivre des conflits de langage dissonants. Il a dit à Bahreïn que tous les efforts ont été sabotés par la guerre. Non, mais écoutez, aujourd'hui, la guerre serait le bon alibi plutôt qu'il faut c'est un bel argument. brandir. Oui, alors c'est un argument qu'il faut brandir avec beaucoup d'assurance parce qu'il y a la guerre. Le président Tshisekedi avait déjà brandi cet argumentaire lors du point de presse avec M. Macron. Il a dit, mais avec la guerre, avec les déplacements des populations, je serai en difficulté de promulguer la loi portant répartition des sièges. Nous serons en difficulté de convoquer l'électorat parce que une partie est en guerre. Ça veut dire qu'il faut alors que les acteurs politiques ayant un langage clair et un langage sincère. C'est ce que Macron d'ailleurs avait dit. Il a dit, Monsieur le Président, dites la vérité à votre peuple. Nous sommes toujours en train de déplorer le fait accompli. Ça veut dire que le pays va vers une direction. Au lieu que nous puissions anticiper la crise et que nous puissions organiser la gestion de cette crise, nous sommes en train d'aller droit vers la période de tension et nous serons encore devant un fait accompli pour dire, mais écoutez, il n'y a pas eu élection, voilà la donne. C'est pourquoi nous, en tant que formation politique avertie, parce que notre président l'avait déjà averti bien avant, nous sommes en train déjà d'aborder cette question et nous envisageons mobiliser notre peuple et l'ensemble de notre classe politique pour dire non à la continuité d'une gouvernance qui a échoué de nous respecter les échéances électorales.
au dialogue? Ben écoutez, peu importe la dénomination, il y aura certainement il y aura nécessité que l'on puisse dialoguer, que l'on puisse décider du sort de notre pays en tant qu'acteur politique, en tant que force vive de la République, et nous pensons le faire en démettant d'abord ceux qui ont échoué à nous faire respecter ces rendez-vous des échéances électorales à la date prévue par la Constitution et par les calendriers de la CENI. Les élections, nous devons en avoir, mais s'il n'y aura pas élection, la responsabilité sera sur le régime Tshisekedi, et donc les responsables doivent d'abord écoper d'une sanction, être démis, et pour qu'une nouvelle classe politique puisse décider de la transition et organiser des bonnes élections inclusives, transparentes et démocratiques. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole de Alliance pour les changements. Merci. Vous savez, il pleut à Kinshasa. Et puis, les rues sont vraiment inondées, il y a beaucoup d'embouteillages, mais malgré cela, vous êtes fait violence. Vous avez été là. Devoir envers la nation. Effectivement, devoir envers la nation. On avait un deuxième invité qui a dû s'excuser par rapport à toutes ces temps pris. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Amina Bayombo. Et aussi, nous souhaitons toutes les bonnes choses, surtout à Jimmy Kitenge qui vient d'être libéré. Ah, Jimmy Kitenge, c'est aussi... Je le salue, c'est un ancien co-détenu. On a partagé 2 mois ensemble à la prison centrale de Makala. Nous avons subi l'injustice. Je pense qu'il est libéré. Il peut continuer à servir son pays sans craindre quoi que ce soit. Voilà, merci. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.